Quelles ont été ces discussions? Pas de conseillers autour de la table, uniquement le chef de l'État et donc ses interlocuteurs. Et donc vous voyez à l'instant derrière moi les responsables de gauche du nouveau Front Populaire qui arrivent devant les caméras avec de nombreux micros pour pouvoir prendre leur réaction. On va savoir déjà s'ils ont été entendus par le chef de l'État, si le chef de l'État continue de balayer d'un revers de main l'hypothèse Lucie Castet à Matignon, ou bien si les discussions sont allées plus loin et peut-être s'il leur a donné une date à quel moment Emmanuel Macron annoncerait et nominerait un nouveau Premier ministre. On va écouter tout ça, on est en direct sur BFM TV, Lucie Castet toujours en première ligne. Comment ça s'est passé? Alors déjà, nous sommes extrêmement satisfaits d'avoir été reçus tous ensemble, unis par le président de la République. Nous avons eu une discussion très riche. Nous satisfaisons du fait que le président de la République a reconnu qu'un message avait été envoyé par les Français lors des dernières élections et que ce message, c'est le souhait d'un changement d'orientation politique. Le président est lucide sur cela et c'est une très bonne nouvelle. Néanmoins, la tentation semble encore présente pour le président de composer son gouvernement. Nous lui avons dit que c'était à la force politique arrivée en tête, le nouveau Front Populaire, de composer un gouvernement, puis ensuite d'aller construire des coalitions avec les partenaires politiques au Parlement. C'est pourquoi je me tiens prête dès aujourd'hui pour aller construire ces coalitions, discuter avec les autres forces politiques pour essayer de trouver un chemin pour assurer la stabilité du pays et permettre enfin de répondre aux urgences exprimées par les Français. Et quelle a été sa réponse justement quand vous lui avez dit que vous étiez prête? Le président de la République en fait s'est exprimé à plusieurs reprises pour dire qu'il voulait lui-même bâtir une solution de stabilité pour le pays. C'est la raison pour laquelle je l'ai interrogé, mais est-ce que vous pensez que c'est à vous de composer le gouvernement? Et la stabilité, vous la voulez pour qui? Pour ceux que vous défendez depuis 7 ans, les plus riches, le CAC 40, les milieux financiers, la Commission européenne qui nous fait des injonctions? Nous, et nous lui avons dit, et je lui ai dit, nous voulons incarner le changement. Nous voulons incarner une politique de rupture avec ce que les Français vivent depuis 7 ans. Nous voulons augmenter les salaires, investir dans les services publics. On veut que ça change. Est-ce que vous êtes prêt, Monsieur le Président de la République, à accepter que votre politique change, que la politique de la France change? Et donc nous avons beaucoup insisté là-dessus. Et comme vient de le dire Lucie Castet, nous sommes la seule coalition à se présenter unie, à nous être présentés devant les électeurs avec un programme et à nous présenter ici à l'Élysée avec une proposition de Premier ministre. Et ça, il n'y a aucune autre force politique qui le fait. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes confiants dans la suite. Et les Français jugeront. Et c'est aux Français que nous ferons appel pour la suite. Il a annoncé que ça allait être mardi, la composition du gouvernement ou pas? Enfin, qu'il allait nommer le Premier ministre? Alors, il n'a pas annoncé de date précise, mais il a dit que ce serait rapide. Et dans la continuité de ce que viennent de dire Lucie et Fabien, le président a reconnu très clairement que la stabilité, qu'il appelle de ses voeux, ne signifie pas la continuité de la politique qui a été jusqu'ici conduite par le chef de l'État lui-même. Et c'est donc un signal important. Le changement est possible, il est nécessaire et il a été, d'une façon, plébiscité par les Français, quels que soient les votes qui se sont opposés à la politique conduite par le chef de l'État jusqu'ici. Et donc, il a acté cette nécessité. Nous sommes venus lui dire que nous étions parfaitement rassemblés, qu'il était inutile de chercher à jouer les uns contre les autres, qu'il n'y aurait pas de division du nouveau Front Populaire. Nous sommes venus ici, il a lui-même reconnu que l'ensemble des forces représentées, qui avaient toutes participé au Front républicain, contrairement aux partis qui s'appellent justement les Républicains, étaient parfaitement légitimes à la fois à gouverner et à incarner ce changement. Donc il y a des points positifs à ce rendez-vous. Il y a aussi une interrogation sur le calendrier, je viens de le dire, sur la façon dont il cherche à continuer à organiser, mais ce qui est apparu comme une évidence aujourd'hui, c'est qu'il n'y a qu'une seule coalition, d'abord qui se soit constituée devant les Français, pas dans leur dos, devant eux, qui a fait le choix de présenter un programme et qui, après l'élection, a fait le choix aussi d'une incarnation forte, celle de Lucie. Il n'y a pas d'autres propositions sur la table aujourd'hui. Il y a des rumeurs, il y a des ballons d'essai qui sont envoyés régulièrement à travers vos médias, mais il n'y a qu'une seule proposition tangible, c'est la nôtre, et c'est la raison pour laquelle moi je sors de ce rendez-vous avec une conviction. C'est que, au fond, le chef de l'État doit répondre au pays en leur disant « je respecte profondément la démocratie ». Et même si l'évidence, c'est qu'il n'y a pas de majorité absolue pour le Front populaire, c'est à la coalition arrivée en tête
de proposer une solution, de former un gouvernement et demain de chercher des consensus, des compromis au Parlement pour avancer. Sur cette question des compromis, il y a un grand sujet qui a été abordé pendant la campagne, c'est la question des services publics. Nombre d'entre vous sont des élus locaux. Qu'est-ce que vous voyez dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les IME, parfois avec le manque d'AESF? Pourquoi vous avez porté ce thème des services publics comme une urgence aujourd'hui? Je vais répondre à votre question, mais d'abord dire que après maintenant quasiment 2 mois depuis le deuxième tour des élections législatives, effectivement le président de la République semble commencer à comprendre qu'il a perdu ces élections législatives, mais il semble pas tout à fait en tirer encore toutes les conséquences. Et en tirer toutes les conséquences, c'est simple, c'est demander à Lucie Castet, à la candidate proposée par le nouveau Front Populaire, de pouvoir constituer un gouvernement. Il nous a rappelé à la fois qu'il devait être l'arbitre dans son rôle constitutionnel, mais on a un peu l'impression qu'il avait tendance à vouloir être le sélectionneur, c'est-à-dire celui qui allait composer le futur gouvernement du pays. Je vous rappelle que nous nous inscrivons dans une perspective de cohabitation et que dans cette perspective de cohabitation, il appartient au président de la République de prendre acte tout simplement du résultat des élections et de nommer la candidate proposée par la force qui est arrivée en tête. Bien évidemment, il nous appartient ensuite, à nous, nouveau Front Populaire, nous sommes prêts à le faire, d'engager les grandes priorités politiques qui sont les nôtres et de convaincre à l'Assemblée nationale pour constituer des majorités sur les textes des lois qui sont les nôtres. Et la deuxième chose qui était assez surprenante dans ce rendez-vous, c'est que le président de la République n'avait pas l'air de considérer et de trouver particulièrement incongru ou problématique le fait que nous battons aujourd'hui le record de la 4e République sur la durée de vie d'un gouvernement démissionnaire, et surtout, parce que c'est le plus important, c'est pour ça qu'on est là, qu'il y a des grandes priorités pour le pays, c'est la rentrée scolaire dans quelques semaines, la question du pouvoir d'achat qui a été une question centrale de cette campagne des élections législatives, la question de la transition écologique, et sur toutes ces questions-là, il y a des attentes qui sont très fortes dans le pays. Et nous disons, assez perdu de temps, assez gagné de temps pour le président de la République. Il est temps, c'est bien qu'il commence à reconnaître le résultat des élections. Maintenant, il est temps d'en tirer les conclusions, les conséquences, pour que nous puissions demain commencer à répondre aux grandes problématiques du pays. Et notamment, vous avez cité la question des services publics. Effectivement, ça fait partie des priorités politiques sur lesquelles on veut répondre. Et c'est aussi le sens de la proposition de Lucie Castet, de dire que nous sommes disponibles pour pouvoir commencer à travailler, que notre programme est prêt, et que nous sommes prêts à rencontrer les autres formations politiques pour bâtir ces majorités texte par texte à l'Assemblée nationale sur la base d'un gouvernement qui sera le gouvernement du nouveau Front Populaire. Pour résumer, est-ce que ça avance? Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous êtes optimiste sur la composition, par exemple, d'un gouvernement à gauche? Écoutez, c'est la rentrée. Et pour cette rentrée, j'avais décidé d'être positive et j'avais choisi de voir dans tous les symboles qui étaient présents ce matin des choses positives. Notamment le fait que dans l'ordre protocolaire, nous soyons reçus les premiers. Deuxièmement, qu'on nous ait fait la proposition d'être reçus séparément ou ensemble et que d'instant, on n'a pas eu à se parler beaucoup entre chefs de parti avec Lucie. En 3 secondes, la décision était évidente pour tout le monde de venir ensemble, bien sûr, et de mettre comme condition que nous puissions venir avec Lucie, ce qui en fait était aussi proposé par le président de la République. Ça tombe bien. Et donc je trouve que le fait qu'il nous propose de venir ensemble, qu'il nous propose de venir avec notre candidate Lucie Castet au poste de Premier ministre est un premier signal extrêmement favorable. Deuxièmement, on sort de ce rendez-vous avec d'autres bonnes nouvelles. La première, c'est que Emmanuel Macron n'a pas employé le mot de rupture, mais a reconnu que, à la question extrêmement claire qu'il avait posée aux Français, on ne lui avait pas demandé de le faire. Il a décidé tout seul. Il a demandé, voulez-vous une cohabitation, oui ou non? Il a été forcé de reconnaître que la réponse avait été oui. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'il n'y a pas de majorité absolue, mais la réponse à la cohabitation oui ou non, il y avait une majorité très très absolue pour le oui. Nous lui avons aussi signifié, on lui a rappelé chacun notre tour, les forces politiques et Lucie, que 73% des Français voulaient une rupture avec le macronisme, une rupture politique. C'est pas que les électeurs du NFP, c'est aussi beaucoup d'électeurs qui n'ont pas voté pour nous et aussi des électeurs qui n'ont pas voté du tout. Et on voit bien que quand les Françaises et les Français se déplacent massivement aux urnes, il faut les écouter. Parce que s'ils ont retrouvé ce goût de la démocratie, ce goût des urnes, et qu'on les en dégoûte immédiatement, alors on ne fera qu'aggraver la crise démocratique sans avoir résolu la crise sociale, la crise environnementale, etc. Et donc je choisis aussi de voir un signal favorable dans le fait qu'il ait admis qu'il allait falloir en gros changer de cap, et c'est pas ce que j'avais entendu cet été.
ce qui m'a beaucoup inquiété, je pense comme nous tous et comme les Français cet été, ce que j'ai trouvé extrêmement inquiétant, c'est cette forme d'obstruction quelque part. Il nous disait non mais on peut vraiment pas, c'est irresponsable de nommer un nouveau gouvernement cet été. Soit il a le droit de le penser, mais à ce moment-là, pourquoi avoir demandé une dissolution en juin? Ça n'avait pas de sens. Et donc nous, juste si je peux terminer, ce que nous avons trouvé extrêmement positif, c'est de pouvoir nous adresser à lui pour lui dire que ce feuilleton institutionnel allait devoir s'achever. Il finit ses consultations lundi, il nous faut une réponse mardi. Parce que à la fin, le risque est quand on s'enferme tous, vous, nous, ce pays, dans quelque part un feuilleton institutionnel. Et ce qui compte, c'est bien le quotidien des Français. Nous, on veut améliorer leur quotidien et permettre leur lendemain. Il y a des urgences et laisser les semaines s'écouler sans s'y attaquer est grave et même irresponsable. Et donc, je termine aussi sur un message positif. Vous avez vu que nous sommes venus ensemble. Les 4 chefs de parti affirment un soutien total à Lucie Castet. C'est pas la peine d'essayer de nous donner des autres noms. On nous propose d'autres noms comme des solutions. Ce sont en fait des noms de fiction. Ce sont des majorités alternatives qui n'existent pas. La seule majorité possible, stable, cohérente, claire, qui a porté un projet transparent devant les Français, qui l'ont chiffré, qui ont fait campagne ensemble, c'est la nôtre. Et donc ce n'est pas la peine d'essayer de nous diviser. Nous sommes un bloc solide et solidaire. Et on nous a beaucoup sous-estimés depuis les 10 juin matin. Le 10 juin, puis ils trouveront pas d'accord programmatique, puis ils trouveront pas d'accord électoral, puis ils sauront pas faire campagne, puis ils sauront pas gagner, puis ils trouveront pas de nom de Premier ministre. Alors maintenant, la nouvelle question en vogue, c'est elle ne sera pas nommée, et je pense qu'on surprendra, on continuera à surmonter les obstacles un par un, comme on l'a fait depuis le début. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. La nomination d'un membre de la France insoumise au sein du gouvernement. Voilà, on vient de suivre ensemble cette déclaration, encore une fois, alors très orchestrée, puisque vous avez entendu Lucie Castet, Fabien Roussel, Olivier Faure, Manuel Bompard, Marine Tondelier, les 4 formations de ce nouveau Front populaire. Fabien Roussel, bonjour, merci d'être avec nous. Vous étiez, vous, à l'Élysée, à l'intérieur de ce palais, il y a encore quelques minutes, un petit peu plus tôt dans la matinée. On a envie de savoir, bien sûr, ce qu'il s'est dit. Comment vous l'avez trouvé, Emmanuel Macron, pendant cet échange ? Oui, d'abord, au début, nous étions inquiets parce que il avait déjà laissé dire que ce qui le préoccupait, c'était la stabilité. Et il nous a redit au début de l'entretien qu'il cherchait, je lis, à bâtir la solution de stabilité pour le pays. Et c'est revenu plusieurs fois. Guillaume Gontard, président du groupe écologiste au Sénat, était là aussi. Bien sûr, bonjour, j'étais aussi dans également, cette réunion. Et donc, nous avons été plusieurs à entendre ça. Le président de la République recevoir tout le monde et dire « je cherche à bâtir la solution pour le pays ». On vous redonne la parole. Juste une image, voilà, l'arrivée de François Bayrou. Figure importante donc du MoDem qui arrive tout seul. On a vu Marc Fesneau il y a quelques instants, le président du groupe MoDem à l'Assemblée nationale. Vous avez raison, il a la main dans la poche, assez tranquille, François Bayrou, pour ce jour de réunion assez importante. Il ne s'exprime pas face caméra, mais on retrouvera tout à l'heure sa sortie, bien évidemment. En tout cas, donc, il a dit ça, et c'est pour ça que nous avons été plusieurs, et Lucie Castet en préambule, et c'est elle qui a dirigé l'entretien, en notre nom, parce que nous sommes une coalition, et justement, nous avons voulu montrer que nous étions unis, que nous arrivions ensemble, que nous avions un programme qui a été présenté aux électeurs et aux électrices, qui ont placé notre coalition en tête du résultat des élections législatives. Et donc, nous avons rappelé au président de la République que ses prérogatives, c'est de nommer une première ministre, mais pas de dicter la politique du gouvernement. Et donc, moi, je lui ai posé la question, après Lucie Castet, c'est est-ce que vous avez bien compris, Monsieur le Président, que votre politique a été battue, rejetée, et qu'il faut en changer? Est-ce que vous pouvez accepter qu'un gouvernement de rupture, de changement, mène une autre politique que la vôtre? Et c'est là, et c'est ce qui peut sembler positif, c'est qu'il a admis que quand il parle de stabilité, c'est pour les institutions, sujet sur lequel nous avons été rassurants, et Lucie Castet l'a bien dit que nous sommes extrêmement respectueux des institutions, et il a admis qu'il fallait opérer un changement de politique. Et donc, s'il admet qu'il faut opérer un changement de politique, s'il admet que nous sommes, et il l'a admis, que nous sommes la coalition arrivée en tête, et c'est la raison pour laquelle il nous a reçus en premier. Et il a admis que nous étions une coalition, puisqu'il a accepté de nous recevoir ensemble, et avec Lucie Castet. Et il l'a présenté comme étant, nous l'avons présenté comme étant notre candidate, mais il a bien reçu le message, et donc il a admis ça. Donc il admet qu'on arrive en tête. Il admet qu'il faut une politique de changement.
Il reconnaît qu'il y a Lucie Castet comme première ministre ses propositions. Nous sommes les seuls à faire une proposition de ce type. Alors maintenant, s'il choisit pas Lucie Castet, moi, là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Là, je comprendrais plus rien, quoi. Après, vaille que vaille, quoi. Hein. Mais est-ce qu'il a admis que des insoumis puissent participer à ce gouvernement? Mais quand il a posé la question sur la participation d'insoumis à un gouvernement, plusieurs ont répondu que ils font partie. Lucie Castet a répondu. Ils font partie de la coalition. Ils ont fait partie du Front républicain. Ils ont permis, les insoumis, des candidats, à faire élire des députés de la majorité présidentielle. Et il n'y a pas eu d'hésitation de la part de toutes les formations de gauche écologiste, y compris des insoumis. Et donc la réponse dans le barrage. Macron sur ce point. Et le président de la République a donc dit qu'effectivement, tous ceux qui ont participé au Front républicain, incluant la France Insoumise, sont légitimes à participer à un gouvernement. Et vous nous confirmez donc les propos rapportés par Olivier Faure sur ce point? Bien sûr, oui. Mais complètement, je pense que sur le, ça a été, un changement de cap, a été dit très clairement, en tout cas, que tous ceux qui avaient participé au Front républicain étaient légitimes, en tout cas, à composer un gouvernement. Et on a même appuyé aussi sur le fait que les Républicains, qui portent pour le coup mal leur nom, eux n'ont pas participé à ce Front républicain. Et le président de la République l'a également admis, parce que c'est tout simplement une réalité. Donc je pense que c'est quand même quelque chose de, en tout cas à noter, et qui est important. Et ça vous a surpris, pardon, parce que nous, quand on a eu cette nouvelle, on s'interrogeait avec Mathieu Croissando, les lignes rouges à plusieurs reprises qui avaient été dessinées par Emmanuel Macron pour exclure la France insoumise, on les avait en tête. Et donc là, on apprend aujourd'hui que le chef de l'État finalement redessinerait potentiellement l'image qu'il pourrait avoir de son prochain gouvernement et donc potentiellement des insoumis au gouvernement, ce qui n'engagerait pas une motion de censure derrière? Non, mais il faut rappeler les choses. Faut arrêter de laisser entendre que c'est le président de la République qui compose le gouvernement. Et nous lui avons dit. Nous lui avons dit, nous ne sommes pas là en train de passer un oral. C'est pas un casting, cette rencontre à l'Élysée. Oui. Et donc, il nous reçoit. Bon, il aurait pu le faire au lendemain des élections législatives. Il le fait maintenant. Dont acte. On se présente. Je vous dis juste ça parce que vous savez comme moi, mais ce n'est pas à lui qu'il avait répété à plusieurs reprises que c'était une ligne rouge, pas d'insoumis au gouvernement. Non, il a dit que c'était une ligne rouge de la part de formations politiques et de groupes parlementaires qui l'ont écrit. Et il a précisé, c'est pas ma ligne rouge. Ce n'est pas lui qui le dit. Ce sont d'autres groupes politiques qui le disent. Et donc, c'est comme s'il se faisait le relais de la majorité. En réalité, cette question, enfin, elle ne devrait pas se poser. Le nouveau Front populaire, c'est toutes ses composantes, dont la France insoumise. Et cette coalition, le nouveau Front populaire, s'est présenté devant les électeurs. Derek, pardon, on regarde l'image de Gabriel Attal qui arrive donc seul, Premier ministre démissionnaire également, chef du groupe Ensemble pour la République. À mon avis, il ne dira pas grand-chose à son arrivée, mais on regarde quand même au cas où. Un bonjour et direction l'Élysée. Je vous ai coupé, pardon, vous pouvez reprendre. On voit d'ailleurs le contraste des images quand même entre l'union du nouveau Front populaire unis autour de Lucie Castet et puis ces images où on arrive un petit peu en ordre dispersé. Je pense que c'est assez symbolique. Ça montre en tout cas une vraie réalité, je pense, et une vraie réalité politique. Après, ce que je disais sur la France insoumise, cette question elle se pose pas. Cette coalition, elle se pose pour les oppositions, est quand même la seule, et je pense qu'il faut quand même le rappeler. Pour les oppositions qui vous renverseront, selon ce qu'elles nous ont encore dit ce matin, les Républicains, appelés maintenant la droite républicaine à l'Assemblée nationale, le Rassemblement national, mais aussi certains du bloc central. David Amiel, à votre place, Fabien Roussel nous a redit pareil il y a quelques instants. Oui, c'est pour ça que je vous pose la question. Écoutez, nous, on a donné nos lignes rouges. Nous avons dit ce que nous souhaitons mettre en œuvre en termes de changement pour la France, pour nos concitoyens. Et notamment le fait que, oui, nous voulons abroger la réforme de retraite rapidement. Et le président de la République a dit, oui, mais vous savez que ça coûte un petit peu de sous. Moi, je dis, oui, mais encore une fois, nous avons répété que le gouvernement qui sera formé sera amené à augmenter les recettes de l'État, aller rétablir l'ISF, taxer les super profits, etc., etc. Donc, on lui a rappelé que ce n'est pas de sa prérogative de nous dire comment on va gérer le budget demain. C'est nous qui le déciderons et en fonction du programme que nous avons présenté aux Français. Nous voulons augmenter les salaires.
Nous voulons investir dans les services publics. Et donc, ce n'est pas le président de la République qui dicte la politique du gouvernement. On va avancer, excusez-moi un petit peu, Fabien Roussel, et réagir à ces images qui viennent de nous parvenir. C'était il y a quelques minutes, donc on voit Stéphane Séjourné, Marc Fesneau également, et on voit depuis quelques minutes, en fait, le camp présidentiel, le bloc central, arriver en ordre dispersé. Avec nous, Pierre-Yves excusez-moi, je vais y arriver. Pierre-Yves Bournazel, vous êtes conseiller Horizon de Paris et secrétaire général aussi délégué d'Horizon. On aimerait votre réaction sur cette arrivée en ordre dispersé qui contraste forcément avec les images que l'on a vues ce matin du bloc de gauche du Nouveau Front Populaire. Bonjour, je crois que ce qui compte, c'est le fond et ce qui va être dit au président de la République. Oui, mais je crois que ce qui est le plus important, c'est ce qu'on va faire pour notre pays. Le Nouveau Front Populaire a été élu comme première force politique, mais qui a 30% des députés, et il réclame de pouvoir gouverner, mais il va bien falloir avoir une coalition beaucoup plus large. Et je crois que c'est les discussions qui vont permettre cela. Le président de la République a écouté Madame Casté, a écouté tous les partenaires du Nouveau Front Populaire. Il va écouter le bloc central qui représente 25% de l'Assemblée nationale. Il va écouter le Rassemblement national et Monsieur Ciotti qui représente un peu moins de 25% de l'Assemblée nationale, et les Républicains, les autres forces. Et Pierre Mendès France disait la démocratie, c'est d'abord un état d'esprit. Et le premier état d'esprit d'une démocratie, c'est le dialogue. Et je trouve que cette journée a un point positif, c'est que ça permet d'écouter les uns les autres, de les entendre et de tenir compte des rapports de force et de décider ensuite de choisir une première ministre ou un premier ministre qui soit capable de permettre la stabilité. Pierre-Yves Bournazel, vous ne nous répondez pas. On s'interroge sur le message qui est envoyé. Bah, écoutez, je crois que vous rentrez dans des subtilités. C'est à vous de commenter si vous trouvez C'était une demande également du président de la République qui avait fait passer cette consigne potentiellement à ses troupes. Là, on voit que ça n'a pas été respecté. Non, mais ils seront ensemble dans la même salle. Ils vont parler ensemble au président de la République. Ils vont s'exprimer, donner leur point de vue sur une coalition pour l'avenir du pays, pour assurer la stabilité des institutions et surtout permettre au gouvernement, quel qu'il soit, au Premier ministre ou à la Première ministre qui sera choisie et désignée, de pouvoir gouverner dans le temps pour permettre à notre pays de faire face à la guerre, par exemple, à la guerre sur le sol européen. Nous avons quand même la guerre en Ukraine et nous devons défendre la démocratie ukrainienne, la souveraineté de l'Ukraine. Nous avons des crises qui nous menacent, et notamment une crise financière. Nous sommes un pays très endetté et s'il y a l'instabilité institutionnelle, il y aura forcément des attaques contre la France. Et donc, il faut être à la hauteur des événements. Il faut d'abord écouter, respecter le choix du peuple français, écouter les différents protagonistes. Le Nouveau Front Populaire a été reçu en premier parce que c'est la première force au Parlement, c'est vrai, qui représente 30% des députés. Ça ne suffit pas pour créer de la stabilité institutionnelle, mais c'est un point évidemment très important à souligner. Et j'espère, Madame Casté a parlé de compromis, ça veut dire au fond peut-être la capacité de s'élargir, parce qu'avec 30%, on ne crée pas de la stabilité dans la durée. Et donc il faut être en capacité, je pense, d'additionner des compétences et des talents au service du pays, comme on le fait en Allemagne, comme on le fait en Espagne, que des partis politiques qui ont pu se combattre dans des élections puissent s'entendre dans l'intérêt du pays. C'est le seul qui compte, le service des Françaises et des Français, pour qu'on puisse les protéger et protéger les intérêts de notre pays. Et c'est à l'issue de ce dialogue lundi que le président de la République pourra nommer un Premier ministre ou une Première ministre en capacité de faire quelque chose pour notre pays, et j'espère dans une coalition la plus large possible, respectueuse des institutions républicaines. Non, je disais qu'ils n'ont pas exactement des têtes de vainqueurs, hein, tous ces membres du bloc central qu'on voit arriver à l'Élysée, mais c'est normal parce qu'ils ont perdu. Et ce déjeuner va sans doute être peut-être aussi compliqué, voire peut-être plus compliqué que la réunion qu'il a eue avec le Nouveau Front Populaire. Vous pensez à quel point en particulier? Édouard Philippe a dit publiquement qu'Emmanuel Macron avait tué sa majorité. Il l'a dit publiquement, c'était au mois de juillet. Gabriel Attal n'est pas franchement heureux de quitter Matignon, on le sait. Quant à François Bayrou, il verrait bien une personnalité désintéressé pouvoir occuper le poste de Matignon, à savoir lui-même, et visiblement il n'en est pas question. Donc je pense que cette discussion-là, il va y avoir aussi un côté déjeuner de famille où on va s'expliquer. En tout cas, les images qu'on a vues toute la matinée donnent le sentiment finalement que le scénario qui avait été agité par certains, qui restait un scénario possible, plausible mathématiquement, d'une coalition autour du bloc central, ça ne semble pas aujourd'hui être un scénario qui est porté par ceux qui pourraient en être les acteurs. Il y a des participants qui commencent à nous rapporter quelques points, Fabien Roussel et Guillaume Gontard, je voudrais vous faire réagir sur ce point. A été évoqué, apparemment, pendant cet échange, la fameuse tribune qui avait été
exprimé dans la tribune dimanche de la part de la France Insoumise sur cette demande potentielle de destitution, article 68, du président de la République. Emmanuel Macron vous aurait répondu, je cite, que ce n'est pas de l'apaisement que de faire ça. Position que vous avez eue d'ailleurs tous les deux assez rapidement, parce qu'on se rappelle que vous n'étiez absolument pas pour cette initiative, en tout cas vous ne l'approuvez pas. Il vous a dit ça, le chef de l'État, il est revenu aussi sur cette tribune qui avait fait polémique il y a quelques jours. C'est Marine qui a répondu. Je ne sais pas si en tout cas il a utilisé exactement ces mots, mais en tout cas, oui, Marine a répondu et Lucie Castet aussi également. Il y a des composantes dans le nouveau Front populaire, c'est des partis politiques qui peuvent prendre des initiatives. Effectivement, cette initiative-là, propre à la France insoumise, pas forcément partagée. En fait, Lucie Castex a rappelé qu'en fait, la vraie, si elle est nommée première ministre, elle va former un gouvernement, trouver une coalition, et la vraie sanction derrière, ça sera, s'il y en a une, ça serait le Parlement et une motion de censure, et que c'est comme ça que doivent fonctionner nos institutions. Mais point, je dirais qu'après, voilà, ça c'est pas quelque chose de. Mais moi, je voudrais revenir quand même sur ce que vous disiez juste avant et sur ce dîner des perdants là qu'on voit arriver les uns après les autres, parce que je trouve que c'est quand même, c'est à la fois le dîner des perdants, mais de ceux qui ne veulent pas perdre en tout cas et qui ne veulent pas s'en aller. Et je pense que ça c'est aussi important parce qu'aujourd'hui on est en train de battre un record, le record du gouvernement démissionnaire le plus long. Et que il est quand même temps, et que Emmanuel Macron nous a dit qu'il avait besoin de l'été justement pour essayer de former des coalitions, pour essayer de travailler. Alors déjà en nous disant qu'il y a eu les Jeux Olympiques, qu'il y a eu la trêve estivale, il n'était pas obligé de faire la dissolution au mois de juin. Il pouvait attendre effectivement le mois de septembre si c'était un problème. Mais ce que je constate aussi, c'est que ce temps n'a servi à rien. Je ne vois pas une coalition qui se dégage autour justement du fameux bloc central. Juste pour appuyer votre propos, on voit aussi ce qu'on a essayé de résumer ce matin, c'est la comparaison des plus longues transitions entre un gouvernement qui quitte ses fonctions et un nouveau. Comparaison sur la 5e République, donc le plus long, 38 jours, on ne sait pas encore qui va remplacer Gabriel Attal. Et puis si on compare, on est... c'est quand même un véritable déni démocratique quand même, parce que on a quand même des annonces de Gabriel Attal qui est à la fois Premier ministre, démissionnaire, président de groupe avec un mélange des fonctions, qui nous fait des propositions en tout cas sur le budget, et qui sont pas des propositions techniques, qui sont des propositions et qui sont même des orientations très politiques. Où on va, on a Mme Belloubet qui fait une conférence de presse pour la rentrée scolaire. On voit bien qu'on est quand même dans un vrai problème démocratique, qu'il y a urgence, et c'est aussi d'ailleurs ce qu'on a rappelé au président de la République. Là maintenant, ça commence à suffire, et il va falloir qu'il se décide. Il nous a annoncé mardi avec plus ou moins 24 heures, je crois que c'était ça. Attendez, il vous a annoncé un timing, Emmanuel Macron, précis? Il a, il me semble, annoncé de dire que c'était mardi avec plus ou moins 24 heures. Vous l'avez dit aussi, clairement que ça. D'abord, nous l'avons pressé. D'abord, nous l'avons pressé. D'abord, nous lui avons dit, ça commence à faire long. Pourquoi faire une dissolution au mois de juin et réfléchir à un gouvernement fin août? Ça commence à faire long. Et donc mardi c'est la date qui revient. Et à cette question, il dit, il s'est justifié, mais il a confirmé qu'à l'issue des discussions, il nommerait une première ministre, et donc à l'issue, à l'issue sans trop tarder, mais entre nous, mercredi c'est l'inauguration des Jeux Olympiques, des Jeux Paralympiques, et c'est important. Je crois qu'ensuite il part à l'étranger. Je n'imagine pas un instant que ça intervienne après. Donc on peut légitimement se dire que lundi soir, mardi, mardi, ça interviendrait. Mais il est temps quand même. Enfin, il y a les enseignants qui veulent savoir si le choc des savoirs, les groupes de niveau vont se mettre en place. Il y a les agriculteurs, moi, qui m'ont interpellé, que j'ai rencontré hier chez moi à Saint-Amand-les-Eaux, qui s'inquiètent pour la suite et qui m'ont parlé de la fièvre catarrhale notamment, qui se développe en France. Il faut accélérer la vaccination. Il y a les infirmiers, vous avez vu les soignants, ce qui se passe. Et on diffuse des reportages sur BFM TV très longuement. Avec ce mur de la honte et ces personnes âgées qui passent en moyenne 23 heures sur un brancard à attendre des soins. Enfin, il y a un moment donné, il y a urgence pour les gens, pour les personnes âgées, pour les professions. Il y a urgence, et donc nous voulons vite nous mettre au travail. Il nous a d'ailleurs interrogé sur le budget, sur comment nous comptions nous y prendre. Et
bien que c'est pas le lieu, nous avons répondu. Lucie Castet a précisé que nous voulions augmenter le budget, que nous voulions investir dans les services publics. Et augmenter les impôts. Que nous voulions effectivement demander une contribution supplémentaire aux plus riches et aux dividendes. C'est pas augmenter les impôts des Français. C'est pas augmenter les impôts des Français. C'est augmenter les impôts des 10%, même pas, les plus riches de notre pays, parce que les Français, eux, ont largement été mis à contribution ces dernières années par le président de la République. Justement, sur ce point, vous n'aurez pas de majorité pour augmenter les impôts, Fabien Roussel. Mais là, on va prendre les Français à témoin. Hein. Ah non, mais là, mais c'est pour ça que nous sommes, nous, dans le respect des institutions. Allez. Et nous respecterons ce que décideront les députés quand nous présenterons ce budget à l'Assemblée nationale. Mais les Français seront pris à témoin. On va s'arrêter là, messieurs. On a plus de temps. Merci, je suis désolée. On n'a plus du tout le temps. Mais en tout cas, on retient ce que vous venez de nous annoncer, c'est qu'Emmanuel Macron vous a donc donné une date assez précise, donc mardi prochain, a priori, pour la nomination d'un Premier ministre. Sandra Rogol qui nous a rejoint. Bonjour madame, merci d'être avec nous cet après-midi sur BFM TV. Première question, il y a eu une réunion ce matin, le nouveau Front Populaire a été reçu en tout premier lieu à l'Élysée par le chef de l'État. Semble-t-il, ce fut constructif, vous confirmez ? Je vous confirme, c'est constructif parce que nous sommes constructifs depuis le début. Nous avons un résultat sorti des urnes qui est clair. Certes, nous n'avons pas la majorité absolue, mais nous avons une majorité relative, comme l'avait Emmanuel Macron il y a 2 ans de ça. Nous sommes solides autour de notre candidate à Matignon, à savoir Lucie Castet, et donc tout est très fluide quand on sait exactement où on veut aller, pourquoi on veut y aller, comment on veut y aller. Et ça, c'est sûr que nous sommes à peu près les seuls. Nous sommes absolument les seuls aujourd'hui. Sandra Rogol, vous savez qu'il y a peu de chances que Lucie Castet soit nommée mardi prochain. En tout cas, pour l'instant, il y a peu de chances. Que va-t-il se passer si elle n'est pas nommée mardi? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez demander aux gens d'aller dans la rue? Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi est-ce qu'il y aurait peu de chance? Parce que Emmanuel Macron choisit depuis 1 mois et demi maintenant de s'asseoir sur la Constitution en laissant un gouvernement démissionnaire gérer le minimum syndical des affaires courantes, parce que en fait le président de la République a du mal jusqu'à aujourd'hui à assumer d'avoir consécutivement subi 2 défaites cuisantes, les européennes, puis les législatives, et continue à freiner des cas de fer pour avoir un gouvernement de cohabitation. Tout ça, c'est pas des bonnes raisons. En fait, la seule raison qui vaille, c'est le vote des Françaises et des Français. Celui-ci, il est clair. Et donc, nous rentrons dans une cohabitation, et si cohabitation il y a, notre candidate, c'est Lucie Castet. Point. Et si donc, s'il a changé, Sandra Rogol, depuis quelques jours, ça veut dire qu'il a pris conscience des difficultés et qu'il va vous suivre sur ce chemin que vous proposez avec Lucie Castet? J'espère. Comment vous dire? Le président, je vais essayer de trouver une formule diplomatique. Le président de la République est plein de surprises, c'est le moins que l'on puisse dire, puisque personne n'avait prévu qu'il dissoudrait alors que les résultats des élections européennes n'étaient pas encore tombés. Donc vous voyez, c'est quand même compliqué de savoir où on en est avec lui. Donc je ne peux pas parler en son nom. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est le garant des institutions, et donc à ce titre, il doit faire en sorte que ça fonctionne correctement. À l'heure actuelle, il ne le fait pas. Il serait temps qu'il commence à le faire. Et en même temps, Emmanuel Macron a une crainte aussi, c'est qu'un ministre insoumis soit nommé par Lucie Castet la semaine prochaine. Est-ce que vous seriez prêt à faire des concessions, des compromis, comme l'a dit d'ailleurs Lucie Castet encore ce matin, et à laisser un peu de côté les insoumis pour pouvoir faire une coalition plus large et parler au plus de Français possible? En fait, les Françaises et les Français se sont déjà exprimés. Ça s'appelle des élections. Ils se sont exprimés par 2 fois et leur message me semble assez clair. Excusez-moi, mais vous savez aussi que les gens ont voté massivement aussi pour vous, pour contrer le Rassemblement national. Vous le savez aussi, plus que pour votre programme. Pardon, mais nous nous sommes retirés dans plein d'endroits. Nous avons proposé, organisé, coordonné le Front républicain qui permet, laissez-moi terminer, qui a permis à l'ex-majorité de pouvoir sauver les meubles. Si nous regardons qui a voté pour qui, notre électorat
a joué le jeu à plus de 70%. Les 3/4 des électeurs de gauche ont voté pour la droite, qu'elle soit celle d'Emmanuel Macron ou celle des Républicains. En revanche, l'opposé n'est pas vrai. Ils n'ont pas mobilisé leur électorat pour qu'ils fassent à fond le Front républicain. Et le pire, c'est les LR. Alors ne me dites pas que c'est comme ça. La réalité qu'il y a derrière ce résultat des urnes, c'est une majorité pour la gauche et les écolos beaucoup plus large que ce qu'il ne ressort. Cependant, nous travaillons avec les résultats qu'il y a. Et je suis désolée, il y a beaucoup de bruit parce que juste derrière moi, il y a une plénière des universités d'été des écologistes. Dernière question peut-être avec vous, Sandra Rogol. Ce qui ressort de ce matin, c'est que manifestement le président a envie d'aller vite. Et Fabien Roussel notamment disait mardi, on sera fixé. Mais il serait temps que le président ait envie d'aller vite, parce que ça fait 1 mois et demi que nous n'avons plus de gouvernement. Alors, on serait dans un régime comme celui de nos voisins allemands, ce serait normal. Ça voudrait dire qu'on serait en train de trouver les moyens de tomber d'accord ensemble. Mais il se trouve qu'on est dans une 6e République ultra-présidentialiste et que, comme rien ne se passe comme en ce moment, ça met un peu la démocratie entre parenthèses et c'est toujours mauvais, surtout comme les Françaises et les Français se sont déplacés comme jamais pour aller voter. Donc, je suis très heureuse qu'ils se dépêchent enfin. J'ai hâte qu'enfin ce régime de cohabitation se mette en place. Lucie Casté est prête, elle n'arrête pas de le prouver. Vous le disiez tout à l'heure, le président était assez épaté par ce rendez-vous avec le nouveau Front populaire. Eh bien, pourquoi pas épater tous les Françaises et les Français avec des mesures qui soulagent leur quotidien appliquées immédiatement. C'est quand même pas sorcier. Merci Sandra Rogol, on a bien noté votre position. Pierre Jouvet, secrétaire général du PS et député européen. Pierre Jouvet, bonjour. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de ces consultations ? Que le pays soit enfin gouverné et qu'on retrouve la stabilité politique pour les Françaises et les Français en mettant en œuvre des politiques qu'ils attendent. On est dans un moment d'urgence sociale, d'urgence pour nos services publics, d'urgence pour le pouvoir d'achat, d'urgence climatique. Et il est temps de mettre en œuvre des politiques qui changent véritablement, comme les Français l'ont exprimé lors de la dissolution du 7 juillet dernier. Et le nouveau Front populaire est la première force et la première coalition politique à l'issue de ces élections. Et donc nous demandons au président de nous nommer pour constituer un gouvernement et ensuite aller devant l'Assemblée nationale pour discuter et créer une majorité qui permettra cette stabilité politique. Est-ce que la présence de Lucie Casté ce matin lors de votre réception à l'Élysée, c'est un signe selon vous ? C'était déjà une volonté de notre part, puisque Lucie Casté est notre candidate, celle qui fait consensus dans la coalition politique, qui, je le rappelle, coalition politique avec 4 partis, qui s'est présentée unie devant les Français. Et donc, il est normal que nous nous présentions unis avec notre candidate devant le président de la République pour demain gouverner. Donc, c'est un bon premier pas. Et nous espérons que désormais, le président de la République, qui a l'air d'avancer peu à peu, en reconnaissant finalement en filigrane aujourd'hui que son camp aurait perdu les élections, qu'il était prêt à intégrer l'ensemble des forces du nouveau Front populaire dans ce qui serait un gouvernement demain, laisse apparaître finalement une forme de normalité politique qui se passe dans beaucoup de démocraties. C'est-à-dire que la première coalition arrivée en tête d'une élection parlementaire est nommée et doit constituer ensuite une majorité pour lui permettre de gérer le pays. Pierre Jouvet, vous parlez de stabilité politique, mais on a l'assurance, désormais, si vous êtes nommé, d'une instabilité politique, puisque Gabriel Attal vient de dire aux députés de son groupe, s'il y a le moindre insoumis dans le gouvernement, nous le censurons immédiatement. Laurent Wauquiez, vous l'avez entendu, l'a redit explicitement à la sortie de l'Élysée, et le Rassemblement national, pareil. Donc, si l'on en doutait, on a la certitude aujourd'hui qu'un gouvernement avec des membres des insoumis serait instantanément renversé. Comme vous le disiez vous-même, il y a les paroles et ensuite les actes. Et moi, j'attends de voir dans la réalité politique des propositions que nous ferons, c'est-à-dire projet par projet, si il y aura oui ou non des censures. Je mets de côté... Non, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que je crois que dans le bloc central et dans l'ancienne majorité parlementaire, il y a des personnalités politiques qui sont prêtes à avancer pour l'augmentation des salaires, pour le renforcement des services publics, pour lutter contre les déserts médicaux, qui ont entendu le message des Françaises et des Français et qui ont participé avec nous, contrairement à monsieur Wauquiez que j'entendais sur votre antenne juste avant d'intervenir, à ce front républicain qui a évité l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Et vous savez, quand je vois monsieur Wauquiez et les Républicains
qui veulent donner des leçons et des bons points aujourd'hui, et qui au moment du deuxième tour de l'élection législative ne sont jamais désistés pour faire barrage à l'extrême droite, et qui auraient finalement préféré voir Monsieur Bardella à Matignon plutôt que n'importe quel représentant de gauche, ces leçons, nous ne les recevons pas. Mais la censure, enfin cette promesse de censure, si je puis dire, tient avec un gouvernement LFI. Ils se sont bien gardés les uns et les autres de dire qu'ils censuraient un gouvernement dirigé par une personnalité de gauche qui ne serait pas forcément validé par vous, Karim Bouamrane, Bernard Cazeneuve, Michael Delafosse, que sais-je encore. Est-ce que vous craignez, est-ce que vous avez le sentiment que le président de la République pourrait être tenté de nommer une personnalité moins urticante pour les autres forces politiques que ne peut l'être un gouvernement avec des membres insoumis? Je ne le crois pas, et au vu de la discussion et des retours de discussion de ce matin avec le président, pour tout vous dire, je n'en ai pas l'impression. Je pense que nous sommes dans un moment politique grave pour notre pays et que le président de la République n'a peut-être pas envie de continuer de jouer dans cette période politique un peu trouble pour les Français. Donc je ne le crois pas. Et puis surtout, ce que je vous dirais, c'est que cette personnalité qui serait évoquée, on peut citer plusieurs noms que vous avez évoqués, des personnalités de grand talent, ne trouveraient pas par ailleurs plus de majorité que ce que nous l'avons aujourd'hui avec le nouveau Front populaire uni de Lucie Castet. Donc, vous savez, on entend un jour certains responsables politiques qui disent on censurera s'il y a des insoumis et on censurera s'il y a des écologistes, qui sont les mêmes responsables politiques qui avaient dit nous ne voterons jamais pour Monsieur Chassaigne parce qu'il est communiste. Ces gens-là, en fait, n'aiment pas la gauche et ne veulent pas voir la gauche gouverner. Pierre Jouvet, un gouvernement Cazeneuve, vous êtes membre du Parti Socialiste, ça a été votre Premier ministre, votre ministre de l'Intérieur. Vous, un gouvernement Cazeneuve, vous le censurez instantanément ? Le sujet, c'est sur quelle politique ? Vous savez, la nomination d'un gouvernement, c'est pas simplement un choix. C'est pas la Star Academy qu'on est en train de faire. C'est pas le choix du plus beau ou de la plus belle. Le sujet, c'est quelle politique va être menée. Mais est-ce que oui ou non, les autres partis politiques disent peu importe, on censure. Vous ne dites pas ça. Si demain, une des personnalités que j'ai citées est nommée, est-ce que vous dites qu'il y a censure immédiate ou pas? Ou vous attendez de voir la politique? Moi, je vous dis que ma candidate et la candidate du Parti Socialiste, ça m'a pas échappé. Au Front populaire, c'est Lucie Castet. Non, mais il faut que les choses soient claires et que, évidemment, nous soutenons Lucie Castet. Ensuite, et si demain elle n'est pas nommée, vous faites quoi? Si demain elle n'est pas nommée, nous verrons quel projet politique est proposé. Nous nous sommes présentés en responsabilité devant les Français avec un projet qui est un projet d'urgence sur lequel nous voulons des mesures d'application. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'augmentation des salaires, l'augmentation du SMIC, le retrait de la réforme des retraites, l'urgence des services publics. Donc nous verrons à ce moment-là. Mais nous demandons aujourd'hui de respecter le vote des Français, de nommer une personnalité issue du nouveau Front populaire, qui est celle qui a été choisie et qui est Lucie Castet. On a senti ce matin un ton un petit peu différent à la sortie de l'Élysée entre Lucie Castet d'un côté et, je dirais, Manuel Bompard et Marine Tondelier de l'autre. Lucie Castet se disant prête à bâtir des coalitions et les deux autres voulant à tout prix un programme de rupture. Quel est pour accéder à Matignon et pour éventuellement avoir une majorité, à quel point êtes-vous prêt à amender le programme sur lequel vous avez été élu, mais même s'il est arrivé en tête, qui n'a recueilli que 193 députés? Mais il est évident que nous irons chercher des coalitions politiques pour faire avancer nos propositions. Si nous avions eu la majorité absolue, j'aurais pu dire tout le projet, rien que le projet. Aujourd'hui, au Parti Socialiste, nous disons exactement comme Lucie Castet. Nous devrons aller chercher, texte par texte, projet par projet, qui changeront la vie des gens, des majorités politiques au Parlement. Nous voulons respecter le rôle du Parlement et de l'Assemblée nationale, ce qui n'a pas été suffisamment fait ces dernières années. Et donc, nous n'arriverons pas avec une posture écrasante parce que nous sommes dans un moment où nous devons aller chercher ces capacités d'élargissement. Y compris, vous dites, vous voulez écouter l'Assemblée nationale, y compris le Rassemblement national. Si le Rassemblement national est d'accord avec vous pour abroger la réforme des retraites, vous dites leurs voix sont les bienvenues, ou il faut puisque vous avez beaucoup reproché à la majorité de ne pas respecter un certain cordon sanitaire. Ce cordon sanitaire, vous le respectez, ou si ça va dans le bon sens, vous accepterez leur voix? Non, nous sommes très clairs. Nous mettons un cordon sanitaire avec l'extrême droite. L'extrême droite n'est pas un parti comme les autres. Nous l'avons fait au moment des votes à l'Assemblée nationale. Vous savez, je suis député européen
Nous l'avons fait avec le groupe socialiste au niveau du Parlement européen sur les votes et sur les élections, et nous continuerons de le faire. Nous ne voulons pas normaliser l'extrême droite comme l'ancienne majorité l'a trop fait, parce qu'à force de la normaliser, on l'amène au pouvoir. Et donc nous la combattons sur le fond, mais aussi sur la normalisation politique. Est-ce que selon le candidat qui est nommé la semaine prochaine, a priori, la procédure de destitution est toujours quelque chose que vous envisagez ? Moi, je n'ai jamais envisagé la procédure de destitution. Mais des membres de votre parti l'ont fait, et des membres de LFI, de la coalition de gauche. Personne ne l'a fait au niveau du Parti socialiste. LFI avait pris une position qui a été une position minoritaire au sein du nouveau Front populaire, et je souhaite que cette position reste minoritaire. Nous sommes respectueux des institutions, nous sommes respectueux du cadre politique dans lequel nous sommes. Nous sommes des gens sérieux et responsables, nous voulons diriger ce pays. Nous savons ce que c'est de diriger la France. On est socialiste. On a dirigé le pays souvent, on connaît la complexité des choses, on sait que l'agitation de l'opposition peut parfois amener à des sorties, à des saillies qui n'ont pas de sens. Je considère que cette possibilité qui avait été évoquée de la destitution du président de la République n'a pas de sens, je l'avais considéré au moment où LR n'a pas de sens. Vous venez de dire de la part d'un propos des Insoumis une saillie qui n'a pas de sens. Oui, très bien. Mais vous l'avez dit à Jean-Luc Mélenchon en direct, ça ? Et je le dis là, comme je le dis publiquement, comme je le dis à la France insoumise. Je pense que nous n'avons pas besoin de moments de déstabilisation au moment où nous demandons au président de la République. Ça va être sympa le Conseil des ministres si les uns et les autres se reprochent des saillies qui n'ont pas de sens. Bon, vous savez, vous avez l'ancien bloc majoritaire du président de la République qui n'est pas sorti rassembler des sollicitations du président de la République tout à l'heure. Enfin, il faut pas faire semblant qu'il y aurait des divisions chez nous. Nous sommes la seule coalition politique à s'être présentée unie. Nous avons un projet, nous avons une méthode, nous avons une candidate. Il y a effectivement eu une proposition qui a été faite la semaine dernière que nous ne partageons pas au Parti socialiste, nous l'avons dit très clairement, qui aujourd'hui n'est plus d'actualité, et c'est tant mieux. Et dans une coalition, c'est la majorité des discussions qui permet d'avoir une position. Et la majorité du Nouveau Front populaire ne souhaitait pas cette discussion et cette position, donc ce n'est pas la position. Est-ce que si on vous le proposait, vous envisageriez une coalition avec le bloc centriste, notamment avec la majorité sans LFI ? Non, ce n'est pas d'actualité aujourd'hui. J'ai une dernière question. Il semblerait qu'il y ait eu des discussions autour de la formation du gouvernement. Alors, vous avez parlé d'institutions. Est-ce que vous accepteriez l'idée que le président de la République, s'il nommait Lucie Castet à Matignon, ait un veto ou puisse participer au choix d'un certain nombre de ministères? Je pense évidemment au Quai d'Orsay et au ministère de la Défense. Ou est-ce que vous estimez que vous devez avoir les pleins pouvoirs et choisir qui vous voulez, comme vous voulez? Non, nous estimons que, comme dans une situation de cohabitation normale, la Ve République donne des pouvoirs réservés au président de la République et qu'en lien entre le Premier ministre, la Première ministre en l'occurrence, et le président de la République, il doit y avoir des discussions, notamment sur la question de la politique étrangère. Et c'est ce que nous lui avons rappelé ce matin de manière très claire. Les prérogatives du chef de l'État dans une cohabitation perdurent. S'il y a des positions différentes, elles sont échangées avec lui. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pierre Jouvet, secrétaire général du PS et député européen. Merci à vous. Avec nous, Adrien Clouet, député La France Insoumise de Haute-Garonne. Adrien, merci de réagir sur notre antenne. Première question, ça concerne la stabilité. Le maître mot, on l'a bien compris, d'Emmanuel Macron pour nommer son prochain Premier ministre. Vous faites partie de La France Insoumise. On a bien compris qu'Emmanuel Macron n'était pas très motivé, en tout cas pour vous nommer, ou en tout cas pour vous soyez ministre dans ce nouveau gouvernement, puisqu'il veut de la stabilité. Bon, d'entendre M. Macron parler de stabilité est évidemment très ironique. On rappelle qu'il a lui-même dissous l'Assemblée, mis l'extrême droite aux portes du pouvoir. Une semaine avant, une partie de la Macronie a pris peur et subitement se sont dit que la France Insoumise en était tout à fait républicain parce qu'ils avaient besoin d'éviter que l'extrême droite arrive au pouvoir. Et subitement, 2 jours après, eh bien, vu que ces gens veulent s'asseoir sur l'élection et continuer la même politique, on le serait plus tout d'un coup. Bon, tout ça est assez rocambolesque, donc ça ne mérite pas plus d'attention que ça. Il y a un fait politique. Les Françaises et les Français ont mis en tête des élections le nouveau Front populaire, c'est-à-dire une coalition de 4 partis politiques, en les appelant à exercer des fonctions gouvernementales. Eh bien, lorsqu'on est démocrate, on appelle la coalition arrivée en tête à former le gouvernement. Un point, c'est tout. Emmanuel Macron a changé manifestement de braquet. Il y a quelques jours à peine, il disait « Lucie Castet, je n'en veux absolument pas ».
On a le sentiment, malgré tout, que ce matin, face aux 12 représentants du nouveau Front populaire, le président de la République a écouté, il a été impressionné par ce côté un petit peu respectueux mis en place, mis sur la table. Ça peut changer ? Eh bien, je l'espère. Aujourd'hui, il y a un obstacle à l'exercice du suffrage des Françaises et des Français, c'est M. Macron. Si ça change, évidemment, tant mieux, on ne peut que s'en réjouir. Le président de la République a pour mission de garantir le fonctionnement et la pérennité des institutions. Faire obstacle au suffrage populaire, c'est s'inscrire en faux contre son objectif dans la Constitution. Si il revient à de meilleurs sentiments et accepte l'idée, 1, qu'il a perdu, et 2, que cette défaite n'engage pas que lui comme personne, mais surtout son programme politique, eh bien, partons bons amis en cohabitation. Adrien Clouet, que va-t-il se passer si mardi, Lucie Castet n'est pas nommée? On a posé la question à des députés écologistes. Vous voyez, il y a un instant sur notre antenne, ils nous ont dit, bon, on va pas trop bouger, on va attendre de voir. Et ils s'expriment pas plus que ça sur ce sujet. Mais vous êtes un insoumis, vous avez demandé la destitution d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine si il n'écoute pas donc votre demande? D'abord, je suis en accord total avec mes collègues écologistes. C'est pas une situation qu'on veut envisager parce que ça serait quelque chose d'inédit que d'avoir un président de la République qui s'affranchit des élections. On n'aurait jamais vu ça dans ce pays depuis des décennies. Déjà que ça fait plus de 2 mois qu'il gouverne seul, qu'il a licencié tous ses ministres. Enfin, ils continuent à venir au bureau, mais ils n'ont plus d'activité. Ça fait beaucoup. Maintenant, si jamais M. Macron poussait le coup de force jusqu'à nommer quelqu'un qui aurait perdu les élections, parce que c'est ça que ça veut dire, eh bien, il va falloir considérer la motion de censure, tout simplement. D'abord, mais moi, je voudrais penser un peu au-dessus, parce que M. Macron, c'est-à-dire, il peut faire tourner tous les macronistes du pays et nous occuper pendant quelques semaines. On peut les renverser tous toutes les 48 heures. Mais le sujet n'est pas là. Le sujet est la responsabilité politique de la crise. Qui, aujourd'hui, est en faute? C'est M. Macron lui-même qui ne reconnaît pas le résultat des élections. Et donc, si c'est M. Macron l'obstacle politique suprême, c'est cet obstacle-là qui doit pouvoir être bougé. Et il y a, en France, un équilibre. Le président peut dissoudre l'Assemblée. L'Assemblée peut destituer le président. Ça fait aussi partie des options sur la table si jamais on ne sortait pas de la crise et que les sentiments républicains ne lui revenaient pas au sein de l'Élysée. Maintenant, on nous fait croire qu'il y a une unité programmatique, une unité idéologique de la gauche. Or, ce que l'on voit, c'est qu'on a la LFI qui a envie de chaviser, de rendre la gauche complètement populiste, et qu'on a d'autres personnes, d'autres députés qui ont une vision de la gauche qui est tout à fait différente. Donc pour moi, le NFP, c'est quand même quelque chose dont on doit questionner les fondements. Bon, on va faire réagir quand même Adrien Clouet, qui est toujours avec nous, qui est député La France Insoumise, je le rappelle, de Haute-Garonne. Qu'est-ce que vous avez à répondre à Léonore Carrois, qui dit que finalement, on n'a pas envie d'avoir des insoumis membres de ce gouvernement et qui soient ministres? Bien, c'est logique que Mme Carrois n'ait pas envie. Elle n'a pas voté pour le nouveau Front populaire. On va pas lui reprocher ses opinions politiques. C'est tout à fait normal. C'est la démocratie. Mais que vous ne partagez pas, en tout cas, des valeurs de laïcité. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça, par exemple? Les valeurs de la laïcité, de ces choses qui sont fondamentales aussi pour de nombreux Français. Oui, bien sûr, mais vous savez, les personnes qui ont voté pour moi, comme pour les autres députés LFI ou les autres députés du nouveau Front populaire, ils sont attachés à la laïcité, la loi 1905, séparation des églises et de l'État. On ne reconnaît, subventionne aucun culte. Bon, donc ça, il n'y a pas forcément de débat. On peut avoir ensuite des discussions sur certains éléments, et le Parlement, il est là pour accueillir ce type de discussion. Mais moi, je vois une contradiction que je voudrais pointer pour ce que dit Mme Carrois. Vous disiez, collègue, à l'instant que le principe parlementaire, c'est que des gens qui sont affrontés aux élections gouvernent ensemble. Et de l'autre côté, vous nous dites, le NFP n'est pas légitime parce qu'ils sont affrontés aux élections européennes. Et il faudrait savoir, en fait, on a fait exactement ce que vous disiez. Il y avait des listes séparées aux élections européennes qui, effectivement, avaient des points de désaccord politiques importants et, je pense, utiles au débat public. Et puis ensuite, eh bien, on s'est rendu compte, on s'est rappelé qu'il y avait quand même beaucoup plus de choses communes entre nous pour gouverner en matière de politique intérieure, en matière de politique menée depuis Matignon. Et effectivement, on a constitué une coalition. Et cette coalition, elle est arrivée en tête aux élections. Et dès lors, il me semble qu'elle est tout aussi légitime qu'en 2022, la coalition que vous souteniez, qui est arrivée en tête, qui avait gagné les élections, pour gouverner avec un gouvernement minoritaire qui, après, eh bien évidemment, au cas par cas, trouve des majorités à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai pas de doute qu'avec Mme Carrois, il y a plein de sujets sur lesquels on soit d'accord, sur l'hôpital public, sur l'école républicaine, des choses où il y aura un rassemblement large et où on pourra voter des textes qui recueillent l'assentiment général des Françaises et des Français. Mais en termes de politique extérieure, par exemple, vous pouvez aussi participer à une fracture peut-être de la France avec le conflit israélo-palestinien. Est-ce que vous l'entendez aussi?
Non, je ne l'entends pas, car ma collègue Madame Carrois, comme beaucoup d'autres députés dans le bloc Ensemble, sont pour la solution à 2 États. Bon, bah nous aussi, c'est dans le programme. Je sens que vous êtes pour un cessez-le-feu, nous aussi, c'est dans le programme. Vous êtes pour qu'on ait une aide humanitaire alors que la polio est en train de réapparaître pour les enfants en Palestine. On est d'accord. Bon. Ah bah si, non seulement c'est le discours, mais en plus c'était imprimé noir sur blanc, donc vous pouvez vérifier, c'était le cas avant les élections, on appelle ça un programme électoral. Donc c'est écrit noir sur blanc, c'est ce qu'on a défendu durant les élections, et c'est ce qu'on défend encore aujourd'hui. Donc à partir de là, eh bien il faut des débats parlementaires. D'ailleurs il faudrait que le Parlement, et là il y a un point qui est très juste, il faudrait que le Parlement soit enfin saisi des débats de politique étrangère, que ce soit pas juste le domaine réservé du président de la République. Et donc ça fait une raison supplémentaire d'avoir un gouvernement du nouveau Front populaire, c'est de sortir de l'Élysée la politique étrangère française pour en refaire un bien commun. Cyrielle Châtelain qui nous attend, présidente du groupe écologiste et social NFP à l'Assemblée. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors tout d'abord, vous faisiez partie ce matin des privilégiés qui ont rencontré Emmanuel Macron. Vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé ? Mais écoutez, comment ça s'est passé de manière très respectueuse, très sereine. Nous étions 12, c'est-à-dire Lucie Castet, notre candidate pour être première ministre, les 4 chefs de parti et l'ensemble des présidents de groupe à l'Assemblée nationale et au Sénat. Nous étions unis et il y a eu un long échange, notamment entre le président de la République et Lucie Castet, et puis un soutien de tous les partis à notre candidate. Alors, votre candidate a parlé d'une discussion très riche avec Emmanuel Macron. Elle a évoqué un président lucide. Néanmoins, comme on le dit depuis tout à l'heure, les lignes n'ont pas vraiment bougé depuis plusieurs semaines. On sent que ce qui coince toujours encore, c'est la participation de la France insoumise à un gouvernement de gauche. Quelle est votre position là-dessus ? Eh bien, dans ces cas-là, c'est que ce qui coince, c'est le fait que nous ayons un gouvernement de gauche. Tout simplement parce que ce qui fait que nous pouvons mettre en œuvre notre programme, c'est notre solidité, c'est le fait que nous sommes la première puissance politique à l'Assemblée nationale. 193 députés. Si vous enlevez la France insoumise, ce n'est plus la gauche qui est majoritaire, mais c'est effectivement Ensemble et les soutiens d'Emmanuel Macron qui pensent ainsi reprendre la main. Sans enlever la France insoumise, moi je vous parle de la participation à un gouvernement. Vous pouvez toujours former une coalition à l'Assemblée et la France insoumise peut rester de son propre chef après discussion en dehors d'un gouvernement. Mais à quel titre ? À quel titre ? À quel titre ? Au titre d'apaisement, de stabilité, au vu de ce que disent les autres forces, puisque personne n'est réellement majoritaire. Alors, premièrement, je trouve cette demande absolument déplacée. Je vais le dire extrêmement clairement. Les personnes qui font cette demande sont les mêmes, qui ont été élues. Et le président de la République l'a reconnu par des désistements mutuels, y compris de candidats de la France insoumise. Si Elisabeth Borne est élue, c'est grâce à un candidat LFI qui s'est désisté. Si Gérald Darmanin est élu, c'est parce qu'un candidat de la France insoumise s'est désisté. Donc, en fait, le barrage républicain qui était dans cette arc républicain a été défini lors du 2e tour des législatives. La France insoumise en était pleinement partie prenante. C'est le premier groupe parlementaire de gauche à l'Assemblée nationale. Il est légitime et normal qu'il puisse participer à un gouvernement de gauche. Très bien. Le gouvernement, le président de la République a dit vouloir privilégier avant tout la stabilité. On a le sentiment que s'il nomme Lucie Castet, qui forme un gouvernement avec les différentes couleurs du nouveau Front populaire, ce gouvernement ira face à une motion de censure très rapidement. Alors, la stabilité, elle vient de 2 choses, de 2 composantes essentielles. La première, c'est un gouvernement cohérent. En fait, un gouvernement, c'est comme une équipe de foot. C'est pas une somme d'individualités, c'est des personnes qui travaillent ensemble, qui doivent se faire confiance, qui doivent être cohérentes et qui doivent être efficaces. Un gouvernement de briques et de brocs, de personnes qui n'ont pas les mêmes objectifs pour la France, ne pourrait pas fonctionner. C'est pour ça qu'il nous faut un gouvernement nouveau Front populaire. Et par contre, la stabilité, on doit la chercher, les compromis qui permettent cette stabilité, on doit la chercher à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, notre rôle sera d'aller au-delà des 193 députés et de chercher ces compromis et d'aller sur des textes qui auront une majorité. Oui, mais avant d'aller sur des textes, vous savez très bien, Cyrielle Châtelain, que s'il y a des ministres de la France insoumise, ça ne passera pas. Ça ne passera pas auprès de la majorité présidentielle. Gabriel Attal le camp présidentiel, Gabriel Attal l'a redit, mais aussi les Républicains l'ont redit. Il y aura une motion de censure. Oui, mais de quel droit ? Les Républicains n'ont pas voulu... Du droit des règles démocratiques, j'ai envie de vous dire. Non, les règles démocratiques, pour moi, personnellement, quand j'ai été élue grâce au désistement républicain d'une partie d'un candidat à La République En Marche.
Il s'est désisté. De quel droit aujourd'hui, je dirais, cette personne ne peut pas faire partie d'un gouvernement républicain. C'est exactement la même chose pour les personnes de La République En Marche. De quel droit demande-t-il nos votes au second tour des élections pour après dire qu'une partie d'entre nous ne sont pas fréquentables? Je pense que c'est intolérable, que ce n'est pas démocratique. Très clairement, ce n'est pas démocratique d'avoir une oukase qui n'est pas fondée sur de la politique, mais sur des personnes. Aujourd'hui, nous sommes là parce qu'il y a eu ce désistement et cette mobilisation extrêmement forte, qui a donné une puissance politique en tête, certes avec une majorité très très relative, mais en tête, et donc on doit pouvoir former un gouvernement. Et je voudrais dire une dernière chose. S'il y a quelque chose qui est très clair, notre victoire est peut-être relative, mais l'échec d'Emmanuel Macron, il est cuisant. C'est-à-dire que Gabriel Attal, le groupe de La République En Marche, c'était 314 députés en 2017, c'est 99 députés aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'en 7 ans, ils ont perdu 215 députés. C'est une défaite extrêmement forte. Je pense que ça amène à être humble et à se questionner, et donc à effectivement laisser une chance au gouvernement du nouveau Front populaire de démontrer à la fois un changement dans la politique et un changement dans la méthode, c'est-à-dire un assemblée qui va devenir un espace de dialogue, un espace de compromis dans lequel nous trouverons des textes, un gouvernement solide, stable et solidaire entre eux. Merci Cyrielle Châtelain d'avoir été en direct avec nous. On prend la direction de Tours où on retrouve Sandrine Rousseau, députée écologiste et sociale NFP de Paris. Bonjour Sandrine Rousseau. On apprend à l'instant que de nouvelles consultations sont envisagées du côté de l'Elysée mardi. Ça vous dit quoi ? Ça me dit qu'Emmanuel Macron cherche à gagner du temps. Et il l'a dit d'ailleurs plusieurs fois qu'il se sentait maître du temps et qu'il veut en gagner. Mais là, les Français non seulement s'impatientent, mais il y a un budget qui n'est pas rien puisque c'est le budget de l'État qui doit être étudié dans l'Assemblée nationale. Et il n'y a pas besoin de consulter l'intégralité des partis politiques ou des groupes parlementaires 2 fois pour comprendre que le nouveau Front populaire est arrivé en tête et qu'il faut nommer Lucie Castet. Donc maintenant qu'il le fasse, s'il y a une motion de censure, eh bien, cette motion de censure a le droit d'être présentée dans l'Assemblée. On verra qui la vote. Mais pour l'instant, ça n'est pas à Emmanuel Macron de trouver une majorité à notre place. C'est à nous, une fois que Lucie Castet est nommée de parlementaire, de trouver des majorités texte par texte. Et je trouve que là, Emmanuel Macron est dans un abus de pouvoir permanent. Sa position de président de la République et l'absence dans la Constitution de mesures l'obligeant à nommer un Premier ministre dans un temps donné, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite dans la Constitution. Rien n'est dit qu'il a 1 mois, 2 mois ou 3 mois pour nommer un Premier ministre. Il joue de ce temps, mais maintenant ça suffit parce qu'à chaque fois qu'il joue de ce temps, il joue de la vie des Français qui ont appelé à un changement de politique. Donc Sandrine Rousseau, ce que vous nous dites, c'est que finalement, participation ou pas de ministre de la France Insoumise, qui semble être une ligne rouge à la fois pour le camp présidentiel, pour la droite et pour le Rassemblement national, finalement ce n'est pas le problème d'Emmanuel Macron. Vous lui dites, laissez-nous faire, on fera face. Mais oui, Emmanuel Macron n'a pas à choisir au sein du nouveau Front populaire qui est fréquentable et qui ne l'est pas. Nous avons fait une coalition. S'il y a une motion de censure, il ne s'agit pas précisément de dire qui est fréquentable et qui ne l'est pas. Il s'agit de dire, en gros, si un gouvernement avec des ministres de la France Insoumise est nommé, il y aura une motion de censure très rapide et on devra tout recommencer. C'est pas de juger moralement de qui est fréquentable ou pas. Mais ça n'est pas à lui de décider cela, c'est au Parlement. Le gouvernement est issu des rangs du Parlement. C'est au Parlement de décider cela. Il y a une coalition qui est arrivée en tête qui s'appelle le Nouveau Front populaire. Il nous faut Lucie Castet en première ministre. Et s'il y a une motion de censure qui fait tomber ce gouvernement, ce que je ne pense pas pour ma part, et d'ailleurs c'est, je pense, précisément pour cela qu'Emmanuel Macron ne nomme pas Lucie Castet, eh bien s'il y a une motion de censure, chacun prendra ses responsabilités et nous reverrons. Mais là, pour l'instant, Emmanuel Macron outrepasse son rôle de président de la République. Ça n'est pas à lui de décider comment nous faisons une majorité à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Pourquoi vous croyez qu'il n'y aura pas de motion de censure quand à la fois le camp présidentiel, la droite et Rassemblement national disent non à des ministres LFI ? Eh bien, on verra dans l'hémicycle. C'est pas la première fois qu'il y a des groupes politiques qui changent de position. Nous allons présenter, et Lucie Castet va présenter les premières mesures qu'elle compte soumettre au vote à l'Assemblée nationale. Parmi elles, il y a des lois qui étaient déjà en cours d'étude, par exemple sur la fin de vie, par exemple sur les familles monoparentales. Je demande à voir qui va s'opposer, qui va faire tomber un gouvernement qui défend les familles monoparentales dans l'Assemblée nationale. Tout cela n'est que politique fiction et jeu de poker fait par Emmanuel Macron qui, encore une fois, outrepasse son rôle de président de la République.
Merci Sandrine Rousseau d'avoir été en direct avec nous depuis les universités d'été des écologistes. Vous êtes à Tours. Nous sommes en direct avec Manon Aubry. Bonjour Manon Aubry, députée européenne La France Insoumise. Merci d'être avec nous. Grande journée de consultation. On a senti le nouveau Front Populaire satisfait ce midi à l'issue de son entretien avec Emmanuel Macron. Et là, depuis ce midi, on a l'impression que ça patine, puisque du côté de l'entourage présidentiel, on annonce de possibles nouveaux entretiens mardi. Écoutez, le nouveau Front Populaire s'est rendu ce matin uni avec l'ensemble des présidents de groupe, des chefs de parti, des 4 forces politiques qui composent le nouveau Front Populaire, et avec Lucie Castet, notre candidate pour être première ministre. Et vous aurez noté que de toutes les forces politiques qui se rendent à Matignon, nous sommes les seuls à venir proposer très clairement, à mettre un nom sur la table, et ça tombe bien, nous sommes le bloc politique qui est arrivé en tête de ces élections législatives. Le président de la République a fait le vœu de stabilité, le vœu d'une pérennisation des institutions. Eh bien, en réalité, c'est le nouveau Front Populaire qui est le plus à même de le garantir, parce que il n'y a aucune autre alternative qui réunit davantage de députés que celle proposée par le nouveau Front Populaire, même si, bien sûr, nous avons conscience que nous avons une majorité qui est relative et qu'il faudra engager un travail parlementaire dès le soir même où nous serons nommés à Matignon. Mais Emmanuel Macron n'a pas d'autre alternative. Il l'a dit d'ailleurs ce matin lors du rendez-vous. Il a perdu les élections. Le nouveau Front Populaire est arrivé en tête. Maintenant, il faut qu'il passe à l'étape d'après et qu'il en tire toutes les conséquences, parce que, vous l'avez dit, on n'est pas un jour près, mais quand même, ça a duré très longtemps. C'est le record non seulement sous la 5e République, mais sous la 4e République aussi. Il n'y avait jamais eu une si grande période de vacances du pouvoir, plus de 38 jours maintenant. Eh bien, je crois que l'urgence sociale, la rentrée, les salaires, le réchauffement climatique ne peuvent pas attendre. Il nous faut un Premier ministre, Lucie Castet à Matignon. Alors, ce qui coince visiblement, c'est la participation de ministres de la France Insoumise à ce gouvernement. C'est d'ailleurs la question qu'a posée Emmanuel Macron à votre candidate, et tous les partis interrogés après vous, que ce soit ceux du camp présidentiel ou ceux de la droite, promettent une motion de censure si dans ce gouvernement il y a des ministres de la France Insoumise. Qui dit motion de censure dit gouvernement qui tombe, et après on recommence. Écoutez, c'est quand même un peu fort de café que le président de la République veuille exclure la France Insoumise, les députés de la France Insoumise et la France Insoumise d'un gouvernement, alors qu'il nous reproche de ne pas avoir suffisamment de soutien et de ne pas avoir suffisamment de députés. C'est quand même un paradoxe immense. Donc, il trouve qu'on n'a pas assez de députés et il veut amputer cette majorité-là des plus de 70 députés de la France Insoumise. Vous voyez bien, c'est pas vraiment Emmanuel Macron qui veut exclure les députés de la France Insoumise, c'est plutôt, je dirais, quasiment tous les autres partis, hormis ceux du nouveau Front Populaire. Que la droite ne soit pas d'accord avec la France Insoumise, ça ne vous a pas échappé. Mais vous savez, je pense qu'il y a beaucoup de démocrates dans notre pays. Et j'en appelle y compris aux électrices et aux électeurs de droite. Si demain, de nouvelles élections, la droite arrivait en tête de ces élections, bien entendu, que nous respecterions les institutions. Et nous, en tant que France Insoumise, nous dirions, c'est la responsabilité de la droite de former ce gouvernement. Il faut que la droite soit respectueuse de la démocratie, de la souveraineté populaire qui s'est exprimée. Je veux dire, c'est pas nous qui avons choisi ces élections législatives anticipées, c'est le président de la République, Emmanuel Macron. J'ai un peu le sentiment que lui, mais aussi les macronistes, se comportent un petit peu comme des enfants gâtés qui ont cassé leur jouet, mais qui veulent continuer à jouer avec ce jouet-là. Vous voyez bien qu'on marche sur la tête. Je pense qu'il faut être responsable et que le nouveau Front Populaire, il a de sa force son unité, son programme, sa cohérence, mais aussi sa première ministre Lucie Castet. Et je sais que c'est difficile de concéder qu'on a perdu les élections, mais c'est la dure loi de la démocratie, j'ai envie de dire plutôt la belle loi de la démocratie. Alors vous êtes prêt à faire comme dirait Emmanuel Macron, à prendre votre risque. Vous dites nommez-nous et puis on verra bien pour la motion de censure. Oui, nous disons nommez-nous, nous formerons par la suite un gouvernement et nous allons changer de méthode. C'est cette méthode que nous avons présentée au président de la République ce matin lors de l'entretien à l'Élysée. Nous avons dit en quelque sorte que nous allons rompre avec la brutalité qui s'est exercée vis-à-vis du travail parlementaire, vis-à-vis de l'Assemblée nationale ces derniers mois et ces dernières années. Et évidemment que Lucie Castet l'a exposé ce matin, elle aura à cœur d'engager un dialogue parlementaire avec l'ensemble des forces parlementaires. Je vais vous donner des exemples. Si nous devons proposer demain le gouvernement du nouveau Front Populaire une taxation sur les dividendes et sur les super profits,
Le MoDem, qui fait partie du camp macroniste, l'a proposé. Je ne les vois pas voter contre cette proposition alors qu'ils ont eux-mêmes fait cette proposition il y a de cela maintenant quelques mois. De la même manière, sur l'abrogation de la réforme des retraites, je pense que nous pouvons constituer une majorité à l'Assemblée nationale. De la même manière, pour solidifier, investir, protéger nos services publics. On a vu à quel point nos hôpitaux étaient mis à rude épreuve cet été avec des patients qui attendaient des dizaines d'heures dans les urgences. On parle de la rentrée scolaire, on ne sait même pas si le choc des savoirs va s'appliquer ou pas, que des familles ont le couteau sous la gorge ou plutôt le portefeuille sous la gorge en allant faire les courses pour leurs enfants et dépensent plusieurs dizaines, centaines d'euros pour les fournitures scolaires. Ce sont ces questions très concrètes auxquelles nous devons répondre. Et bien sûr, nous aurons à cœur de convaincre, de constituer des majorités, projet par projet, texte par texte. Merci Manon Bry d'avoir été en direct avec nous. L'invité de BFM Soir, Olivier Faure. Rebonsoir. Premier secrétaire du Parti Socialiste, député de Seine-et-Marne. En politique, c'est pas vous, je vous l'apprends, il y a le fond et la forme. Avant de revenir sur le fond, il y a la forme. Et on a le sentiment que ce soir, le NFP, que vous représentez ce soir, est l'un des gagnants ou le grand gagnant de cette journée. Que cette photo de famille de ces représentants de votre coalition sur le perron de l'Élysée, à l'entrée, à la sortie, ça peut marquer les esprits. Est-ce que c'est l'une des satisfactions de la journée que vous retenez? Bon, quel contraste entre d'un côté une ex-majorité qui arrive en rang divisé, une droite défaite qui cherche à exister, et effectivement le Front populaire qui arrive regroupé, uni, avec un projet, avec une majorité relative et avec une candidate pour Matignon. Et ce que je vois de ce que je vous racontais de cette journée, c'est qu'ils sont venus non pas pour proposer une solution pour le pays, mais pour empêcher la solution que nous proposons et que nous suggérons au président de la République. Et donc on a là effectivement un contraste formidable entre ceux qui en réalité n'arrivent pas à se faire à l'idée qu'ils ont été sanctionnés par les Françaises et les Français à 3 reprises entre l'élection européenne et 2 tours de l'élection législative, et qui donc continuent à chercher une solution qui leur évite de reconnaître cette défaite. Empêcher, je reprends votre mot, pour cause de possible présence de ministres LFI, qui est une ligne rouge dont certains ne veulent pas, on va y revenir. Mais avant ça, est-ce que vous avez le sentiment que votre cause, votre candidate, Lucie Castet, a avancé, a marqué des points aujourd'hui? Je crois qu'elle marque des points tous les jours, parce que elle est la seule qui parle aux Français et qui leur parle des sujets qui les concernent, leur salaire, leur logement, l'éducation, les services publics de manière générale, l'hôpital, la sécurité publique, faire en sorte que tout ce qui ne fonctionne plus aujourd'hui puisse à nouveau être rénové, réparé, après 7 années pendant lesquelles on a vu tous ces services publics dévastés progressivement. Et donc, on a là quelqu'un qui s'intéresse aux Français, qui cherchent à répondre à leurs inquiétudes, à leurs angoisses, pas seulement à ceux qui ont voté pour le Front populaire, mais aussi à ces plus de 10 millions de femmes et d'hommes qui ont voté pour l'extrême droite parce qu'elles n'en peuvent plus de la politique menée par Emmanuel Macron. Donc il y a là une évidence au fait que désormais il y a une possibilité pour laquelle il y a un enthousiasme, avec des gens qui sont prêts à gouverner, et de l'autre des gens qui sont là simplement pour empêcher et qui trouveront des motifs tous les jours différents pour expliquer que rien n'est possible avec la gauche. Thomas. Vu de l'extérieur, on avait l'impression d'un jeu de dupes aujourd'hui entre Emmanuel Macron qui faisait semblant d'être sympa avec vous, mais qui à la fin ne va pas vous appeler au gouvernement, en tout cas pas Lucie Castet, et de l'autre vous qui arrivez certes unis, mais qui savez très bien qu'il n'y aura pas de Lucie Castet à Matignon. Est-ce que c'était aujourd'hui un entretien de non-embauche ? Mais moi, je ne dirais pas que c'est un jeu de dupes réciproque. Nous ne sommes pas dupes du jeu du chef de l'État, mais nous sommes convaincus que la solution existe. Et d'ailleurs, je le répète, c'était la seule solution proposée aujourd'hui. J'ai demandé au chef de l'État, est-ce qu'il avait une autre proposition dont il pourrait nous faire part? Il n'en avait pas. Et donc, on a aujourd'hui des gens qui, sur ce plateau, viennent vous dire, ça pourrait être la droite, ça pourrait être... Mais rien n'est possible. Laurent Wauquiez ne veut pas gouverner avec Emmanuel Macron. On va pas quand même pas recommencer avec un gouvernement Attal ou son frère. Ce serait absurde d'avoir en fait une élection où ils sont en fait totalement désavoués. Et ils ne veulent pas. Ils le disent eux-mêmes. On n'ira pas. Oui, d'accord. On arrête de gouverner. Ils disent on arrête de gouverner, mais enfin, si c'est possible de faire en sorte que rien ne soit modifié par rapport à ce que nous avons fait, ce serait parfait. Parce que c'est quand même ce qu'ils nous disent. Ils nous disent, OK, on s'en va, mais la politique qui se poursuivra sera la même que la nôtre. Ça n'est pas possible. Mais quand vous dites « je ne suis pas dupe sur la duplicité d'Emmanuel Macron », ça veut dire quoi? Que vous savez
qu'il ne nommera pas Lucie Castet. Ça veut dire que ce matin, il a expliqué très clairement que toutes celles et ceux qui composent le Front populaire sont potentiellement ministrables. Qu'est-ce que vous avez Parce qu'il y a visiblement plusieurs analyses. Ce qu'il dit exactement, c'est dit ils sont ministrables parce qu'ils ont la légitimité populaire, parce qu'on a voté pour eux. Ça ne veut pas dire que lui, en tant que président de la République, il peut les accepter. Il a dit très explicitement, il a dit je vous pose la question, est-ce qu'il y aura des ministres insoumis dans votre gouvernement? Non pas que ça me gêne moi, mais parce que je sais que la question va être posée par d'autres. Et donc, il a reconnu. Mais avant même de parler d'Emmanuel Macron, qui sont les gens qui sont aujourd'hui ministrables de mon point de vue? Ceux qui ont participé au Front républicain, ceux qui ont fait en sorte que la menace qui pesait sur la France soit conjurée et donc ont permis d'écarter. Ce que vous dites. Et pas bien d'écarter exactement l'extrême droite. Et en l'occurrence, LFI a fait barrage à l'extrême droite. Ce n'est pas le cas du Parti des Républicains. Laurent Wauquiez ne s'est désisté nulle part, ni pour un insoumis, ni pour un socialiste, ni pour un communiste, ni pour un écologiste. Éric Ciotti a rejoint le RN, et même pour Renaissance ou pour Horizon, ils n'ont même pas fait cet effort partout en France. Il y a des exceptions nombreuses qui sont demeurées parce qu'ils n'ont pas fait à chaque fois le barrage républicain. Si aujourd'hui il y a autant de parlementaires de l'ex-majorité présidentielle, c'est lié précisément au choix que nous avons fait, nous, de faire barrage à l'extrême droite. Et vice-versa. Et vice-versa, mais proportionnellement, vous savez très bien que tous les sondages l'ont indiqué, ce sont d'abord les électeurs de gauche qui sont venus et qui sont venus au secours de la République contre l'extrême droite. Et donc c'est quand même assez fort de café de voir des gens qui ont été élus grâce aux voix de la gauche dire maintenant, nous à gauche, on va faire le tri. Mais non, au nom de quoi? C'est sur cette aile gauche de l'ancienne majorité que vous comptez pour gouverner et faire passer des lois. Parce que quand on regarde les tomates... C'est très simple, ils vous disent... Il n'y a pas le compte. Non mais je comprends bien ce qu'ils sont en train de faire. Ils nous disent, ce n'est pas possible avec les insoumis. Mais sans les insoumis, ils savent très bien que la gauche n'a même plus la majorité relative. Donc si vous reprenez les gens et eux disent les insoumis, je vois que l'extrême droite dit maintenant les insoumis et les écologistes, bientôt on vous dira aussi les communistes, et puis après-demain on vous dira que tous les socialistes ne sont pas fréquentables. À partir de là, vous avez compris le scénario. L'idée c'est que la gauche ne gouverne pas et à aucun moment. Même si on disait... C'est clair quand on est... Mais même si on disait... Je vous propose, je vous interromps juste parce que je voudrais monter ce qu'a tweeté sur X Guillaume Kasbarian, le ministre démissionnaire du délégué au logement. Voici ce qu'il tweet. Nous sommes prêts. En cas de ministre LFI, motion de censure. Ça fait... Il répondait à un tweet de Lucie Castet qui disait « nous sommes prêts ». Mais c'est quand même extrêmement à la fois violent, radical, je ne sais pas quelle épithète vous allez choisir, mais c'est clair, c'est très clair. S'il y a des ministres insoumis dans le gouvernement NFP, il y aura motion de censure. Donc à quoi... Mais ce qu'ils font est très dangereux pour la démocratie. Si, je le dis. Parce que, en fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de démolir toute l'idée du Front républicain. Imaginez pour les gens qui sont des gens qui votent insoumis, qui sont venus voter pour Monsieur Kasbarian ou pour ses compères, qu'est-ce qu'ils feront la prochaine fois? Ils resteront chez eux. Et donc, il y aura la possibilité pour l'extrême droite de trouver un avantage compétitif parce qu'ils n'auront plus à se heurter à un barrage républicain parce qu'ils l'auront démoli. Mais qu'est-ce que vous dites aux millions de personnes qui ont voté Rassemblement National, par exemple? Parce que celles et ceux qui ont voté pour le NFP peuvent être déçus et choqués par ce tweet. Mais qu'est-ce que vous dites aux 11 millions de Français qui ont voté Rassemblement National? Mais à cela, il faut leur répondre sur le fond. Il faut une politique qui réponde à leurs aspirations. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais des services publics, que je vous parlais des salaires, que je vous parlais de sécurité. Parce que ces questions-là ne peuvent pas être des impasses. Et aujourd'hui, on sait bien dans quelle mesure il y a de vraies réponses à apporter. Prenons l'exemple des déserts médicaux. Est-ce que c'est normal que vous ayez des départements entiers où vous n'ayez plus de médecins? Vous soyez obligé de partir dans le département voisin. Je suis député de Seine-et-Marne. Il y a de vraies difficultés pour trouver des spécialistes, pour trouver même des médecins généralistes. Parfois, quand vous avez un enfant qui a la grippe, eh bien, on vous dit de toute façon, le rendez-vous est dans 3 semaines. Dans ces cas-là, dans 3 semaines, la grippe, c'est fini. Donc, voilà, vous voyez bien qu'il y a un sujet aujourd'hui qui est un sujet qui intéresse tout le monde et qui mérite d'être traité. Sauf qu'avant de faire voter des projets de loi sur des arts médicaux ou d'autres choses, il faut rester au gouvernement. Bon. Sauf que là, après votre rencontre, il y a eu le bloc central. Ils disent, s'il y a un ministre insoumis, hop, on jette à la poubelle. Les Républicains, juste après, un ministre insoumis, poubelle. Lundi, Marine Le Pen va dire, un ministre insoumis, poubelle. Donc, arithmétiquement... Mais est-ce que nous... Arithmétiquement, ça ne passe pas. Pourquoi vous ne dites pas, écoutez, d'accord, on va faire un gouvernement sans ministre LFI et les insoumis feront ce qu'on appelle un soutien sans participation. Est-ce que ça, c'est exclu selon vous?
Mais vous croyez vraiment que si on faisait cela... Eh ben, vous les bloquez. Vous bloquez l'argument principal. Vous croyez vraiment qu'il s'arrêterait à cet argument-là pour approuver la politique que nous voulons conduire? Donc c'est exclu, vous dites. C'est exclu. Mais je dis simplement que aujourd'hui, il est complètement inadmissible d'avoir des gens qui ont participé au Front républicain, qui ont participé y compris à l'élection de ces gens qui aujourd'hui s'opposent à LFI, et de dire, voilà, on choisit, on sélectionne. Non, on ne sélectionne pas. Il y a aujourd'hui une seule coalition qui se présentait devant les Français, clairement, qui leur a dit, nous sommes ensemble, avec un programme, et qui a ensuite désigné une candidate pour Matignon. C'est la seule possibilité qui était ouverte aujourd'hui. Ils ne sont venus avec personne. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, nous, on est contre les autres. C'est pas un programme d'être contre les autres. Il faudra peut-être un moment qu'ils se posent la question de savoir. Et si elle n'est pas nommée, Lucie Castet, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Mais d'abord, moi, je souhaite que l'on raisonne, et que l'on raisonne d'abord avec le président de la République. Parce que moi, je ne crois pas que le groupe Ensemble soit complètement indépendant de ce que dit le chef de l'État. C'est à lui de leur dire, écoutez les amis, nous avons été battus, il y a une coalition qui est arrivée en tête, il est normal de la laisser procéder à l'élaboration d'un gouvernement. Ensuite, dans le travail parlementaire, si d'aventure ce qu'il propose est insupportable, alors effectivement, nous les censurerons. Mais nous ne pouvons pas, d'entrée de jeu, dire que toute proposition qui viendrait de la gauche serait absolument inadéquate. Ça n'est pas possible. C'est comme si nous nous disions, attendez, n'importe quel gouvernement, à partir du moment où il comprendra un macroniste, un LR ou je ne sais qui encore, on dira qu'on censure. Mais vous voyez bien que ça ne provoque aucune stabilité dans ce pays. Ça provoque le sentiment que chacun prend la revanche sur le voisin. Ça donne quoi? Ça donne en fait des gouvernements qui durent chacun 15 jours. C'est ça que vous voulez? Moi, je veux de la stabilité, je veux de la rationalité. Le président je aussi, veux apparemment, aussi qu'on puisse faire en sorte qu'on évite le chaos. Or, je vois qu'aujourd'hui, le chaos, c'est le camp présidentiel qui l'installe. Le chaos, c'est la destitution qui est demandée par certains responsables. Et moi, je ne demande pas la destitution. C'est une affaire qui concerne les insoumis. Moi, je dis simplement que si on commence d'aussi fort, d'aussi symbolique qu'une demande de destitution. Vous savez très bien que cette demande de destitution n'interviendra pas puisqu'il faut une majorité non pas absolue, mais des 2/3 dans chaque assemblée. Assemblée et Sénat. Donc, écartons cette possibilité. Ce sont vos alliés qui le proposent. Ce n'est pas notre parti, ce n'est pas notre coalition. Ce sont vos alliés. Ça arrive que je ne sois pas d'accord avec les insoumis. Ça arrive souvent, même. Ça arrive très régulièrement, on va dire. Mais moi, je suis parti d'un projet. Nous avons signé un projet qui est, lui, clair. Et tout ce que... Moi, je ne demande pas aux insoumis de devenir socialistes et qui ne me demande pas de devenir insoumis. C'est impossible. Simplement, il y a un accord qui a été passé entre nous et qui permet d'avancer et qui permet de faire en sorte que les Français puissent vivre mieux. C'est ça le sujet. Olivier Faure, une dernière question. On a appris aujourd'hui que Emmanuel Macron aurait suggéré à certains, peut-être à vous, qu'il y aurait de nouvelles rencontres mardi. Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce qu'il vous l'a dit? Et est-ce que vous retournerez à l'Élysée mardi, si c'est le cas? Mais si il est, c'est simplement pour nous dire que il prend en considération ce que disent ses propres amis. Moi, je reviens là-dessus. Soit il a encore une autorité sur sa propre formation politique, et auquel cas, il peut leur dire on ne censure pas d'entrée de jeu. Soit il n'a plus d'autorité. Mais vous irez mardi. Et alors, il doit en tirer toutes les conséquences. Vous iriez mardi. Ça veut dire qu'il n'a plus qu'une autorité sur personne. Vous iriez. Dans ce cas, il est un président fantoche. Et vous iriez mardi. Et moi, je ne crois pas qu'il soit un président fantoche. Je crois qu'il a encore une autorité sur ses propres troupes et qu'il peut leur dire non, on ne censure pas d'entrée de jeu un gouvernement. Et mardi, vous iriez ou pas si mais on verra. Moi, je ne suis pas d'accord pour participer à une mise en scène. Je suis pour qu'on soit dans une forme de respect de chacun. Et le respect, c'est de ne pas nous prendre pour des imbéciles. Rendez-vous mardi soir. Merci beaucoup Olivier Faure d'avoir été sur le plateau. Merci beaucoup Thomas d'avoir été avec